Salut, Josh ici. Dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographics Show, on se demande « Et si un bombardier moderne avait combattu lors du débarquement ?» Oh, on recommence ça. Scénario 1. Hans, notre soldat allemand stéréotypé créé par un écrivain sans imagination, est assis dans un bunker en béton sous le choc des bombardements, surplombant la plage d'Omaha. Il est un peu après 6 heures du matin, le 6 juin 1944. Il a survécu à l'enfer. Des bombes larguées par des milliers d'avions, et un bombardement naval si bruyant qu'on l'entendait jusqu'en Angleterre. Ses oreilles saignent encore, ses mains tremblent toujours, mais il est encore en vie. Sa MG-42 est intacte et les Américains sont sur le point de débarquer directement dans son champ de tir. Peut-être que les choses ne seront pas si terribles après tout. Oui, enfin. Soudain, tout devient noir. Un tir d'une telle précision a traversé la fente de son bunker qu'il aurait pu avoir son propre code postal. Il a été largué depuis un B-1B lancé moderne transportant 34 000 kg d'armement redoutable. Chaque arme est guidée par GPS à quelques mètres de sa cible. Le lancer vole à une telle altitude que tous les canons anti-aériens du mur de l'Atlantique, y compris le Flak 36 de 88 mm, avec son plafond efficace de 8000 mètres, ne pourraient pas l'atteindre, même au mieux. C'est la vérité dérangeante à propos de l'envoi d'un bombardier moderne, en 1944. C'est probablement plus une démonstration qu'un véritable combat. Le radar de défense aérienne le plus sophistiqué de l'armée allemande en 1944, le Würzburg, fonctionnait à des fréquences que les systèmes de guerre électroniques modernes considèrent comme du bruit de fond. Privés de radar, les artilleurs allemands de la DCA devraient se fier au ciblage optique. Ils devaient voir l'avion, l'entendre et le suivre visuellement pour avoir une chance de l'atteindre. Bonne chance pour ça. Le B-1B, volant selon son profil de combat à 12 000 mètres, dépasse le plafond efficace de tous les canons anti-aériens du mur de l'Atlantique et la portée de détection radar du Würzburg. Cela n'a plus d'importance si les contre-mesures électroniques de l'avion fonctionnent. Donc Hans, il ne l'a jamais entendu arriver. Il ne l'a jamais vu arriver. Personne en 1944 ne l'aurait vu non plus. Mais ça, c'est la version facile. Un passage suffit pour que le mur de l'Atlantique obtienne de nouveaux systèmes de ventilation aux emplacements ordonnés par Eisenhower. En Angleterre, un rapport d'après-action très bref est envoyé. Ennuyeux. Alors rendons ça intéressant, avant d'entrer dans notre scénario raisonnable. Et oui, c'est entre guillemets. Je sais ce que vous pensez tous. Nos scénaristes n'ont semble-t-il jamais abordé ce point dans l'histoire de ces vidéos sur le voyage dans le temps. Comment cet avion est-il ravitaillé? Qui fait les vérifications pré-vol sur un B-1B en Angleterre? Où est l'équipe de maintenance? D'où viennent les GBU-38 JDAM? Parce que, souvenez-vous, ce sont des munitions guidées par GPS et les satellites GPS n'existent pas encore en 1944. Est-ce que quelqu'un suit les heures de vol de ces moteurs à double flux? L'équipage sait-il s'ils tuent des nazis? Ont-ils un plan de survie s'ils s'écrasent au-dessus de la France occupée? Leur équipement va sûrement susciter des questions au premier poste de contrôle allemand, non? Oui, on va simplement ignorer tout ça, comme toujours. Cependant, si la logistique vous intéresse, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on approfondisse. Et si un livreur UPS avait livré des colis pendant le siège de Stalingrad, une idée qu'on a en salle des scénaristes. Dans le cadre de ce scénario, ce B-1 est entièrement armé, plein de carburant, et le GPS fonctionne parfaitement, parce qu'on l'a décidé ainsi. Un seul technicien, Dave, se tient dans un champ en Angleterre et a fait de son mieux pour réparer son bombardier. Nous lui sommes tous reconnaissants. Saluez et remerciez Dave. Passons maintenant au scénario absurde, surnommé affectueusement The Bone, parce que, eh bien, c'est simplement B-1 écrit sans le trait d'union. Le Rockwell B-1 Lancer mesure 146 pieds de long. Il est propulsé par 4 turboréacteurs à double flux avec post-combustion générale électrique F101, chacun produisant 30 000 livres de poussée, et il atteint Mach 1,25. Il transporte jusqu'à 75 000 livres d'armement répartis dans 3 soutes internes, ce qui signifie qu'un seul B-1B transporte près de 10 fois la charge de bombe d'un seul B-17 Flying Fortress, le vrai bombardier utilisé par la 8e force aérienne, au-dessus de la Normandie ce matin-là. N'est-ce pas, classe? 2 pilotes le contrôlent. Un autre équipage de 2 personnes gère la plupart du ciblage depuis un cockpit semblable à un jeu vidéo conçu par des gens qui sont clairement allés trop loin. Un équipage aérien avec autant de puissance de feu, 100 personnes pour les surveiller, et un plein d'essence au-dessus de la France occupée en 1944 à plusieurs options immédiates. Supposons que le B-1 repère un sous-marin allemand dans la Manche et que l'officier d'armement ait une idée.
Le B1 transporte justement 84 mines navales Mark 62 Quick Strike dans sa soute, des mines de fond de 500 livres équipées de capteurs magnétiques et sismiques. Elles détectent la signature de coque des navires et explosent en conséquence. En 1944, les sous-marins allemands ignoraient cette technologie et n'avaient aucune contre-mesure. Ils n'avaient également aucun moyen d'expliquer à leurs supérieurs de la Kriegsmarine pourquoi le fond marin juste en dessous d'eux venait soudainement de devenir un problème. Le bain largue des mines sur un tronçon d'un demi-mile dans la Manche en un passage, puis retourne en Angleterre. Sous la surface, l'équipage d'un U-boot va vivre une expérience profondément théologique. L'autre option, le B1 à ailes en flèche, chargé du dégagement de la plage, effectue son approche à hauteur de dune pour bien marquer le coup. Quand le B1 vole en rase-motte, chaque soldat allemand sur les falaises, chaque allié dans une péniche et environ 340 vaches dans une ferme laitière à 3 km vivent ce que les physiciens nomment une importante surpression. La plage est dégagée, la ferme non. 3 siècles de tradition fromagère normande ont pris fin à 06h05 le 6 juin 1944. Personne ne comprend pourquoi jusqu'à ce qu'un historien découvre une note confuse dans le registre d'une ferme en 2003. La dernière option, nous l'appellerons la tentation de Berlin. Un équipage aérien, libre de toute contrainte et informé en temps réel sur la position du haut commandement allemand, examine une carte de l'Europe et a une idée. Nous y reviendrons. Scénario 2. Il est temps d'ajouter de vraies contraintes, une charge d'armes limitée et des problèmes spécifiques que la véritable opération alliée n'a pas réussi à résoudre. Parce que c'est là qu'un avion venu du futur se heurte aux limites de ce qu'un seul avion peut réellement accomplir. Le matin du 6 juin, la réaction allemande face au débarquement de Normandie a été paralysée, non pas par des bombes, mais par la confusion. Le maréchal Erwin Rommel était chez lui en Allemagne pour l'anniversaire de sa femme. Les réserves blindées qui auraient pu repousser les Alliés vers la mer étaient sous le contrôle personnel d'Hitler, et personne n'osa le réveiller avant presque midi. L'ordre permanent était de ne pas déranger le Führer le matin. Apparemment, tout le monde dans la Wehrmacht avait été conditionné par ces sautes d'humeur constantes à croire que suivre cette règle particulière comptait plus que d'arrêter l'invasion amphibie la plus importante de l'histoire. Le commandement allemand était centralisé, avec le QG de la 7e armée au Mans et celui du 84e corps à Saint-Louis. En 1944, détruire un quartier général signifiait détruire le bâtiment, les radios, les officiers d'état-major et les cartes, tout au même endroit. Le 2B1B peut transporter une gamme de bombes anti-bunker, dont 4 bombes pénétrantes de 900 kg, conçues pour traverser plusieurs étages de béton armé avant d'exploser. Il n'a pas besoin que le bâtiment soit sans protection. Il a seulement besoin que le bâtiment existe. Frappez Saint-Louis à 07h00, et le 84e corps sera neutralisé précisément au moment où il a le plus besoin de fonctionner. Les divisions Panzer n'ont pas l'autorisation de bouger, car toutes les lignes téléphoniques sont détruites. C'est le scénario du coup de chance, le résultat pour lequel les planificateurs alliés ont probablement prié lorsqu'ils ont autorisé chacune des près de 14 700 sorties opérationnelles le jour J. Ce scénario nécessite des renseignements en temps réel sur le bâtiment où se trouve chaque commandant. Les quartiers généraux bougeaient fréquemment, les commandants se déplaçaient. Le réseau de commandement allemand était volontairement dispersé car les bombardiers alliés frappaient les infrastructures françaises depuis des semaines. Contre des infrastructures fixes avec des coordonnées connues. Une JDAM est suffisamment précise pour que, si le ciblage est correct, cela dépende surtout de la qualité du renseignement, pas de le largage. Le B1 peut larguer une bombe à travers une fenêtre précise dans des conditions parfaites. Que le bon général soit assis à côté de cette fenêtre à 7h00 le 6 juin, c'est la variable qu'aucun système d'armes ne peut contrôler. Si ça marche, la riposte blindée allemande s'effondre en quelques heures, peut-être même en une journée. Si ça échoue, le B1 aura simplement détruit quelques bâtiments français avec une précision remarquable. Cela dérange à peine la bureaucratie allemande, mais ça agace vraiment les gens qui vivent là. Scénario 3. Le prochain scénario est celui qui tient le plus la route. Et pour comprendre pourquoi, il faut comprendre ce qui s'est exactement mal passé le matin du 6 juin. Le véritable plan allié prévoyait que plusieurs centaines de B-24 et de B-17 inondent les positions allemandes derrière la tête de pont avec des milliers de bombes avant l'heure H. Le résultat réel fut que seulement 3 bombes atterrirent près de la plage. Les équipages ont retardé leur largage de quelques secondes pour éviter de toucher les péniches de débarquement. Les nuages ont caché leurs repères,
et la plupart des bombes sont tombées sur des terres agricoles françaises désertes. Le bombardement naval n'a duré qu'une fraction du temps demandé par les planificateurs, et il s'est avéré largement inefficace contre les positions fortifiées malgré tout. Au moment où la première vague a atteint la plage, les défenses allemandes étaient presque totalement intactes. C'est précisément ce point d'échec que le B&B a été conçu pour corriger. Les munitions guidées par GPS ignorent les nuages. L'équipage n'a pas à voir le bunker. Ils ont seulement besoin des coordonnées issues de la planification des missions sur des positions fixes, reconnues et photographiées depuis des mois par les Alliés. Chaque position à Omaha avait une coordonnée sur la grille Biderst. Chaque coordonnée devient une cible. Le bombardier frappe ses cibles en séquence depuis une altitude où la DCA allemande est purement décorative. Le bilan opérationnel vous montre exactement à quoi cela ressemble en pratique. En Afghanistan, 8 B1B ont décollé à 3000 miles de leur cible, effectuant des missions qui ont duré plus de 16 heures. Ils tournaient au-dessus des combats dans l'Hindu Kush, agissant comme une batterie volante sur demande des troupes au sol. Aucune autre plateforme ne rivalisait. Les chasseurs nécessitaient plusieurs ravitaillements pour la même distance. Les B-52 étaient moins rapides et moins chargés que le B-1. Bien que le Bone ait réalisé moins de 10% des missions d'interdiction, il a largué plus de 40% des bombes de la coalition durant les 6 premiers mois de la guerre. On parle de 3000 JDAM, soit environ 67% de toutes les bombes à guidage de précision que les États-Unis ont larguées pendant toute cette période. En Irak, c'était la même histoire. Le Bone a effectué moins de 1% des sorties de combat, mais a délivré 43% de toutes les armes à guidage de précision. C'est un chiffre qui semble toujours irréel, peu importe combien de fois on le lit. Revenons en Normandie, appliquons cela à Omaha. La plage s'étendait sur 5 miles. Le réseau défensif qui couvrait chaque mètre était composé de 8 bunkers d'artillerie en béton, de 35 casemates ainsi que d'une dispersion de canons anti-chars, d'emplacements de mortiers, de lance-roquettes Nibelwerfer, de nids de mitrailleuses et de tourelles de chars. Chaque position était imbriquée et réglée pour viser la ligne d'eau, ainsi que toutes les sorties de la plage. Plusieurs étaient des structures en béton armées conçues spécifiquement pour survivre à un bombardement naval, ce qu'elles ont fait. Le B-1B transporte la plus grande charge utile d'armes conventionnelles de tous les bombardiers américains, avec un maximum de 24 JDAM de 2000 livres ou 48 JDAM de 500 livres. Pas assez pour viser chaque poste, mais suffisant pour atteindre les principaux. Les 8 bunkers d'artillerie en béton, les canons couvrant les ravins et les positions imbriquées transformaient les sorties d'Omaha en zone de tir mortelle. En 1944, pour les dégager, il fallait que l'infanterie monte à l'assaut sous le feu direct. Dans ce scénario, il faut une liste de cibles, un plan de séquencement des armes et environ 40 minutes de temps de vol. De l'EN-62, où le tireur Heinrich Sieverloh, selon ses propres mémoires, a tiré environ 13 500 coups sur les péniches de débarquement, et neutralisé avant même que la première rampe ne s'abaisse. Les vallons sont dégagés. Les champs de tir croisés qui ont fait d'Omaha un abattoir sont brisés. Il reste cependant une contrainte qui ne disparaît pas. Le B1 ne peut parler à personne en 1944. Ses radios fonctionnent sur des fréquences qui n'existent pas encore. Il n'a pas de contrôleur aérien avancé sur la plage. Impossible de recevoir de la flotte des mises à jour de ciblage ni des informations en temps réel sur les positions encore actives une fois les péniches de débarquement à l'eau. Il peut détruire tout ce qui se trouve sur la carte de ciblage de la mission préétablie. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est improviser avec l'armée avec laquelle il n'a aucun contact radio. Les hommes se débrouillent seuls dès que la rampe s'abaisse. L'issue demeure significative. La première division d'infanterie débarque sur une plage totalement différente. Ce n'est pas une plage facile, loin de là. Il y a encore beaucoup de mines, d'obstacles et de soldats allemands. Mais le système meurtrier qui a transformé Omaha en bain de sang avant 9h du matin n'est plus là. La différence, c'est que le B&B rend l'assaut de la plage survivable pour les premières vagues épuisées. Dave, de retour en Angleterre, reçoit une évaluation de performance très élogieuse. Manche bonus. Donc la plage est dégagée. Il est encore tôt le matin. Le Bone dispose de réserves de carburant abondantes et d'un grand nombre d'armes restantes. Maintenant, ils fixent leur ordinateur de vol avec l'énergie calme de ceux qui viennent de changer le cours de la Seconde Guerre mondiale avant le petit déjeuner. Ils décident de continuer à voler. Vous voyez, ils ont été attentifs en cours d'histoire. Ils savent que le 6 juin 1944, Hitler n'est pas à Berlin. Il est au Berghof, sa retraite de montagne au-dessus de Berchtesgaden en Bavière, à 1150 km au sud-est de la Normandie. Il dort. Son personnel ne veut pas le réveiller. Personne ne veut d'un Führer grognon. Le Berghof est une villa de montagne, pas un bunker. Le vaste complexe souterrain en construction autour de lui en 1944 est encore en chantier. Il n'est pas encore terminé. La résidence principale,
est en grande partie au-dessus du sol et son architecture est impressionnante. Mais elle n'est pas conçue pour survivre à un impact direct d'une GBU-30 et un largué en altitude par un avion qu'aucune arme de 1944 ne peut abattre. Le B1B a l'autonomie nécessaire, l'équipage en a l'envie. C'est un léger détour, une mission de routine. 715 miles à l'aller frappe sur la cible. 715 miles pour revenir en Angleterre. Dave ne le saura qu'à l'atterrissage. D'un point de vue purement technique, le Berghoff le 6 juin 1944 n'est pas une cible difficile. Aujourd'hui, le Führer ne se réveille jamais de sa longue sieste. En Bavière, un personnel matinal perplexe se tient devant une villa de montagne détruite, tenant un plateau de tisane, pain et marmelade, se demandant quoi faire. Les garçons pourraient rentrer à la maison pour Noël. Le verdict dépend d'un coup de chance, comme un pile, ou face liée à la qualité du renseignement. Si le ciblage est correct, la riposte blindée allemande s'effondre au moment crucial. S'il est erroné, le Bern aura détruit avec une précision extraordinaire quelques bâtiments vides dans la campagne française. Dans ces scénarios absurdes, une ferme laitière est détruite inutilement, et l'équipage d'un sous-marin allemand garde une bonne histoire à raconter. Dans la mission de routine de Berchtesgaden, le scénario strictement militaire soulève des implications liées au voyage dans le temps que personne dans l'équipe de production n'est qualifié pour démêler. Mais dans le scénario du dégagement d'Omaha Beach, celui qui est peu spectaculaire, planifié à l'avance et méthodique, un seul avion accomplit ce que des centaines n'ont pas pu faire. Le secteur le plus meurtrier du mur de l'Atlantique s'arrête avant même l'arrivée des premières péniches. La plupart des hommes supposés mourir sur cette plage survivent. La guerre moderne n'a pas seulement inventé la destruction, elle a industrialisé la certitude. Et la certitude, au matin du 6 juin, était la seule chose qui manquait. Vous voulez savoir ce qui se passe quand on envoie quelque chose d'encore moins subtil qu'un B1B dans le passé, sans règles et sans Dave? Regardez ce qui se passerait si un B2 voyageait dans le temps, en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale, ou cliquez sur cette vidéo.